c'est M. Vincent Lecourt, qui est professeur adjoint au School of Forest and Fisheries and Geomatic Sciences at University of Florida. M. Lecourt est titulaire d'un baccalauréat en géomatique appliqué à l'environnement de l'Université de Sherbrooke et un doctorat en géographie de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Il est présentement professeur de télédétection marine et d'analyse géospatiale à l'Université de la Floride, où il est à la tête d'un laboratoire de géomatique marine de lecourlabs.org. J'invite M. Lecourt à peut-être partager son adresse dans le chat éventuellement avec vous. Et il travaille au développement du Florida Marine Data Hub. Ses travaux en cartographie des habitats marins et en géomorphométrie marine ont été récompensés par l'Association canadienne des géographes, l'International Society of Geomorphometry et the National Academy of Science des États-Unis. Donc, M. Lecourt, à vous la parole. Merci beaucoup. Partagez votre écran. Ouais. Vous devriez la voir maintenant. Oui, c'est bon. OK, parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter certains des travaux de mon équipe sur la caractérisation des habitats côtiers en Floride et plus particulièrement sur le potentiel d'utiliser les signatures topographiques pour caractériser ces habitats-là. Donc, la motivation derrière ces travaux-là vient de l'intérêt de plusieurs agences gouvernementales en Floride et aux États-Unis sur les récifs ostréicoles. Donc, les récifs d'huîtres sont l'une des ressources biologiques côtières les plus importantes dans le golfe du Mexique parce que les récifs fournissent une gamme de services écosystémiques essentiels. Par exemple, ils protègent la côte de l'érosion, ils protègent la côte des fréquents ouragans qu'on a, mais aussi ils fournissent des habitats marins essentiels pour plusieurs espèces de poissons qui sont importants pour les pêches commerciales et récréationnelles. Les huîtres ont aussi une importance culturelle et économique parce qu'on a plusieurs villages de pêcheurs sur la côte ouest de la Floride qui bénéficient de la pêche d'huîtres. Malheureusement, plusieurs de ces pêches-là ont été fermées récemment parce qu'on a observé un déclin de la sonde récifale le long de la côte ouest de la Floride de 66% depuis 1982. Donc, les efforts des agences gouvernementales pour restaurer et surveiller l'état de ces ressources dans le temps ne disposent pas de données de base qui permettent de quantifier le succès des restaurations et de la conservation. Présentement, la plupart de la collecte des données de ces agences gouvernementales-là est encore old-fashioned, où ils vont avec des bateaux sur les récifs, faire des transects et des quadrats pour compter les huîtres sur les récifs, ce qui ne permet pas d'avoir une couverture complète des habitats. Donc, on a identifié un besoin pour des méthodes de cartographie qui permettent de collecter des données fréquemment, de façon efficace et complète et à relativement faible coût. Les informations nécessaires pour les agences gouvernementales pour informer les mesures de gestion, de restauration et de conservation doivent caractériser l'environnement et les habitats à plusieurs échelles spatiales et temporelles pour permettre des mesures plus efficaces. Donc, mon équipe a travaillé au développement et à l'application d'un cadre de cartographie des habitats multi-échelles qui est basé sur la télédétection. Donc, on a commencé à appliquer ce cadre-là. À grande échelle, on utilise l'imagerie satellitaire, radar et multispectrale pour premièrement juste trouver où sont les ressources ostréicoles dans l'État de la Floride. Ensuite, on prend une approche plus écosystémique en utilisant des drones pour cartographier des habitats comme des estuaires ou des criques. Et on fait aussi beaucoup de travaux à très fine échelle pour essayer de comprendre la composition et la complexité en 3 dimensions des ressources ostréicoles. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur les travaux qu'on fait au niveau écologique et écosystémique à une échelle, par exemple, de l'estuaire. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui est basé au début sur les travaux d'un de mes étudiants en doctorat, Michael Espriella, qui a utilisé des drones pour imager, dans le fond, ces habitats-là. Donc, c'est le type de... Ici, on voit le type de mosaïque qui est capable de créer avec l'imagerie collectée par drone et on peut voir bien les différents types d'habitats. Donc, on a des vasières, on a des marais côtiers et on a nos récifs d'huîtres. Puis, quand on étudie ces écosystèmes-là à cette échelle, c'est vraiment important, même si
se concentre sur les récifs d'huîtres, c'est important de considérer les autres types d'habitats parce qu'il y a vraiment une dynamique de transition entre les trois différents types d'habitats. Par exemple, si la santé des récifs d'huîtres décline, très souvent les marais vont transitionner et prendre la place des huîtres, mais si les marais ne sont pas assez rapides, les huîtres vont devenir des vasières. Et si on a des récifs en santé, les huîtres peuvent envahir les vasières et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un écosystème dynamique. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de données temporelles et précises. Donc, le processus, j'ai oublié de mentionner que ces données-là sont à très, très haute résolution. Donc, cette mosaïque-là, ici, a une résolution spatiale de 6 mm. Donc, très haute résolution spatiale. Donc, le processus que Michael a développé utilise la classification orientée objet. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, traditionnellement, en analyse d'image, on utilisait des classifications par pixel où on prenait chaque pixel individuellement et le catégorisait dans différentes classes. La classification orientée objet, premièrement, fait une segmentation de l'image, donc regroupe des pixels qui sont homogènes pour créer des objets, et ce sont ces objets-là qu'on classifie par la suite. Donc, le processus de Michael, quand il est appliqué sur cette mosaïque-là, donne des cartes d'habitat qui sont similaires à ça. Donc, on peut voir ici nos différents types d'habitats. On a par exemple ici un récif d'huîtres avec de la végétation qui caractérise les marais et des vasières alentours. Ce processus-là a une précision d'environ 80%. En télédétection des habitats marins, 80%, ça peut être assez bon. Par contre, on n'est pas satisfait parce qu'on veut vraiment faire des analyses multitemporelles. Donc, on a besoin de faire mieux pour être capable de vraiment dire s'il y a eu des changements ou pas. Donc, notre première étape, c'était vraiment d'identifier les sources d'erreurs dans cette classification-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le mouvement des eaux cause beaucoup de variations dans les réponses spectrales. Donc, par exemple, si on a des vagues qui mouillent nos habitats, par exemple, une huître mouillée va avoir une réponse spectrale différente d'une huître sèche, et même chose pour les marais et les vasières. Donc, on a beaucoup de variations dans les réponses spectrales des mêmes habitats, dépendamment du niveau d'humidité qui est trouvé. On a aussi des problèmes avec les marées parce que quand on collecte des données sur ces habitats-là, habituellement, on a une fenêtre de seulement 2 heures à marée la plus basse pour collecter toutes nos données. Et souvent, on a aussi des données terrain à collecter pour valider nos classifications. Donc, on peut voir dans la mosaïque qu'on a des artefacts linéaires de gauche à droite, d'est en ouest. Ces artefacts-là sont causés par le fait qu'à toutes les fois que le drone passe, la marée est juste un petit peu plus haute. Donc, on a peut-être quelques millimètres de différence, mais ça fait varier la réponse spectrale de nos habitats dans la mosaïque, ce qui cause des problèmes au niveau de la classification. Un autre problème qu'on a, c'est aussi que les habitats eux-mêmes ont des signatures spectrales assez similaires, donc ça complique un petit peu la classification. C'est ce qui nous a poussé à utiliser des classifications orientées objets, mais même à ça, c'est quand même compliqué. Donc, tous ces problèmes-là ont un rapport à la signature spectrale ou aux réponses spectrales. Donc, en cherchant des solutions, on s'est dit qu'on pourrait utiliser la photogrammétrie pour produire un modèle numérique de surface. Donc, ici, on a notre mosaïque où on a masqué les milieux, l'eau, dans le fond. On a enlevé l'eau. Et on a le modèle numérique de surface à droite. Et une fois qu'on a ce modèle numérique de surface-là, c'est possible de dériver des attributs du terrain dans un SIG, par exemple pente, la rugosité, des positions relatives de terrain au topographique et plusieurs autres. Donc ça, c'est notre première avenue de recherche pour essayer d'améliorer nos classifications, mais aussi, il y a vraiment un aspect multi-échelle qu'il fallait considérer parce qu'on sait que différents habitats sont définis par différentes caractéristiques et configurations spatiales qui sont liées au processus écologique à différentes échelles spatiales. Dans les milieux de l'écologie et de la géomorphologie, il est bien connu que les études qui se concentrent à une seule échelle peuvent manquer les caractéristiques et configurations spatiales nécessaires pour caractériser et comprendre les différents habitats. Donc, la solution, c'est d'implémenter des analyses multi-échelles. Et ces analyses-là
peuvent être implémentés de différentes façons. Une des façons les plus simples qu'on peut étudier les caractéristiques multi-échelles, c'est de simplement changer la résolution spatiale de notre imagerie. Et c'est ce que mon étudiant Michael est présentement en train de travailler. Il va sortir un article bientôt sur ces résultats. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était d'analyser le changement de l'échelle d'analyse. Donc, quand on dérive les attributs de terrain comme la pente et la rugosité, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on applique une équation mathématique à l'intérieur d'une fenêtre d'analyse. Habituellement, cette fenêtre d'analyse-là est de 3 pixels par 3 pixels et on utilise les voisins pour calculer la valeur, par exemple, de pente sur le pixel du centre et ensuite, on bouge notre fenêtre d'analyse sur le prochain pixel. Mais il n'y a rien qui nous oblige à garder cette fenêtre d'analyse-là 3 pixels par 3 pixels. Donc, on peut l'agrandir et faire 5 par 5, 7 par 7 et ainsi de suite. Et c'est une approche qu'on a testée par le passé avec certains collègues de Dalhousie University en Nouvelle-Écosse. On a cartographié les sédiments marins dans l'Arctique. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a utilisé ici 14 attributs de terrain à 8 différentes échelles d'analyse. Et ça nous a donné 112 variables. Donc, 112 variables, ça nous permet de faire des analyses multi-échelles, mais ça devient compliqué rapidement en termes d'analyse et aussi d'interprétation des résultats. Donc, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'on peut intégrer ces multiples échelles dans un seul set de données? Donc, au lieu d'avoir 112 variables, est-ce qu'on peut avoir une ou seulement quelques variables? Donc, on avait commencé à développer certaines techniques pour faire ça, mais un de nos collègues à l'Université de Guelph, en Ontario, venait juste de publier un de ces outils qui faisait justement ça. Donc, John Lindsay de l'Université de Guelph a publié un outil qui s'appelle Multiscale Roughness, donc une rugosité multi-échelle. Et ce que ça fait, c'est que pour chaque pixel dans le set de données, ça va calculer la rugosité en utilisant une étendue de fenêtres d'analyse, donc 3 par 3, 5 par 5, 7 par 7 et ainsi de suite. Ensuite, il va extraire la valeur maximale de rugosité observée pour ce pixel-là en particulier, ce qui est reporté dans cette variable ici. Et il va aussi rapporter l'échelle de la fenêtre d'analyse à laquelle cette valeur de rugosité maximale a été trouvée. Ce qui nous permet ici, par exemple, de voir, donc ça, c'est un paysage dans le sud du Québec, donc à quand même grande échelle. Ce qu'on voit, c'est qu'on a de la haute rugosité à très fines échelles qui, en fait, caractérisent les routes au sud du Québec. Mais on est aussi capable de caractériser la rugosité à grande échelle des formes de relief, par exemple. Donc, il y a beaucoup de potentiel ici d'observer la rugosité à petite échelle et à grande échelle simultanément. Donc, John a intégré cet outil-là dans sa boîte à outils qui s'appelle Whitebox Tools, qui est accessible open source sur son site Internet. Donc, on s'est demandé à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut utiliser des attributs de terrain multi-échelle pour extraire une signature topographique pour différents types d'habitats qui seraient indépendants de la réponse spectrale. Donc, on a appliqué le Multiscale Roughness de Whitebox Tools sur notre modèle numérique de surface. Donc, on voit ici les résultats et on peut voir ici nos valeurs de rugosité. On en a des très hautes sur certains endroits et on en a des très basses sur d'autres endroits. Et on a aussi différentes échelles d'analyse. Mais vu qu'on connaît bien notre site d'étude, on a été capable d'extraire des statistiques pour chaque type d'habitat. Donc, on a segmenté nos résultats ici et on les a associés avec les différents types d'habitats pour comparer les statistiques. Donc, si je résume en gros les résultats qu'on a obtenus, c'est que pour nos marais côtiers, on a observé les plus grandes valeurs de rugosité aux échelles les plus fines. Puis ça fait beaucoup de sens en considérant qu'on a utilisé un modèle numérique de surface qui capture la canopée de la végétation qui couvre les marais. Donc, le dessus de la canopée va présenter de la rugosité à petite échelle.
Ensuite, pour nos vasières, on s'y attendait un petit peu. On a observé les plus petites valeurs de rugosité, mais aussi à la plus grande. Ces valeurs de rugosité-là se présentent aux plus grandes échelles. Et pour nos huîtres, on avait des valeurs de rugosité relativement hautes, mais pas aussi hautes que pour nos marais, et à une échelle relativement fine, mais encore une fois, pas aussi fine que pour nos marais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant ces statistiques-là, on est capable d'évaluer la moyenne ou la médiane de la fenêtre d'analyse qui optimise l'extraction des caractéristiques pour chaque type d'habitat. Et en connaissant la résolution spatiale de nos données, qui est de 6 mm, on est capable de vraiment arriver à une évaluation en termes métriques de la fenêtre d'analyse optimale qui nous permet de caractériser ces habitats-là. Donc, par exemple, pour les marais, on a obtenu une fenêtre d'analyse de 1,5 mètres. Pour nos vasières, une fenêtre d'analyse d'environ 13 mètres. Et pour nos huîtres, une fenêtre d'analyse d'environ 5 mètres. Donc, basé sur ces résultats-là, on est capable de dire qu'il est possible de différencier certains habitats côtiers en utilisant leurs caractéristiques topographiques multi-échelles. Donc, je veux juste maintenant vous montrer quelques petits exemples de ce que ça représente pour nous en matière de promesses pour le futur. Ici, on voit un marais et le marais est entouré de petites huîtres. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans notre réponse multi-échelle de rugosité, on est vraiment capable de voir visuellement la différence entre la réponse topographique de nos marais et de nos huîtres. Ici, on a notre vasière et juste en regardant l'information spectrale, on n'est pas vraiment capable de le dire, mais il y a en fait quelques petites huîtres sur la vasière. Et même dans le modèle numérique de surface, c'est quand même difficile de les apercevoir, mais ces huîtres individuelles-là apparaissent dans notre réponse multi-échelle. Ce qui est assez intéressant parce que ça veut dire que peut-être qu'on est capable de commencer à compter, à faire des estimations de l'abondance des huîtres dans un écosystème. Et ici, ce que je voulais montrer, donc on voit notre récif d'huîtres, on voit même des cicatrices causées par les bateaux qui passent au-dessus à marée haute, mais on peut aussi apercevoir qu'il y a différentes densités d'huîtres sur le pourtour versus l'intérieur du récif versus aux alentours. Et ça, c'est vraiment bien capturé dans notre réponse multi-échelle. Donc, pour conclure, ce projet-là, c'était la première application de ce genre de mesures quantitatives multi-échelle sur des données à très haute résolution dans un contexte écologique. Donc, les applications précédentes par John Lindsay lui-même étaient à très grande échelle, par exemple le sud du Québec et le sud de l'Ontario, dans un contexte plus géomorphologique, donc identifier les formes de relief dans le paysage. On a publié ces résultats préliminaires-là l'an passé dans les proceedings de la Société internationale de géomorphométrie. Et notre résultat principal, c'est qu'il est possible de développer une signature topographique pour les habitats côtiers. Par contre, pour être capable de définir une vraie signature topographique, on a besoin de plus qu'une variable. Donc, ce qu'on est après faire maintenant, c'est d'étendre l'analyse à d'autres mesures multi-échelles. Par exemple, ici, on a une mesure de position topographique relative multi-échelle et on peut vraiment bien voir les cicatrices sur les récifs, mais aussi les huîtres individuellement. Donc, on a déjà mesuré 5 nouvelles variables qui iraient juste à faire les statistiques et explorer un petit peu. Ensuite, on veut comparer les résultats de ces analyses obtenus à partir de la photogrammétrie, donc un modèle numérique de surface et modèle numérique de terrain, et de données LIDAR. Donc, le mois passé, on est allé collecter des données LIDAR dans les mêmes habitats. Et ce qui m'intéresse principalement, c'est de comparer le modèle numérique de surface et le modèle numérique de terrain. Parce qu'on s'attend qu'avec le modèle numérique de terrain, on va pouvoir enlever la végétation des marais et capturer la topographie sous la végétation, ce qui devrait faire ressortir nos huîtres comme étant l'écosystème le plus complexe topographiquement.
Ensuite, on va intégrer toutes ces variables multi-échelles-là dans le processus de classification orientée objet pour essayer d'améliorer notre 80% de succès qu'on a eu précédemment juste en utilisant l'information spectrale. Et l'été prochain, on a des travaux terrain prévus pour aller collecter des données multifaisceaux sur les récifs qui sont subtidaux, donc qui sont toujours sous l'eau. Présentement, on s'est concentré sur les récifs intertidaux qu'on peut observer à marée basse, mais maintenant, on va avoir des modèles numériques de surface des récifs sous l'eau pour essayer de voir s'il y a des différences, par exemple, en termes de densité, de structure écologique et de mosaïque des écosystèmes. C'est tout ce que je voulais présenter aujourd'hui.